Bonsoir, bienvenue à cette webconférence. On va se laisser encore quelques minutes pour l'éventuel retardataire. Par la webconférence pour 2-3 minutes. Première personne qui nous rejoint. Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints. On va commencer dans quelques petites minutes. On attend encore d'autres personnes. On part dans 2 minutes. Personnes qui viennent de nous rejoindre. On attend 1 minute encore et on va démarrer cette webconférence consacrée à la gestion du foncier dans le Grésivaudan. Je propose de démarrer. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à l'ensemble des personnes qui sont connectées ou qui sont en salle pour cette webconférence donc consacrée, comme je le disais, à la gestion du foncier dans le Grésivaudan. Cette webconférence est organisée dans le cadre de la concertation préalable sur le projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines. Quelques mots déjà sur les personnes qui sont sur les personnes qui sont présentes dans la salle que j'évoquerai tout à l'heure, et puis quelques mots sur le programme de notre réunion. Donc on aura 2 temps, un temps assez court au début, donc qui rappellera les modalités de la concertation préalable, le rôle des garants, et qui présentera également rapidement le projet d'extension lui-même de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines. Ce sera suivi d'un premier temps d'échange. Ce sera notamment l'occasion aux personnes qui n'étaient pas présentes à la réunion publique d'ouverture de poser toutes les questions qu'elles souhaitent sur le projet lui-même, même si d'autres rendez-vous, on en reparlera, sont prévus pour aller plus avant dans la présentation du projet. Et puis on aura donc un deuxième temps un peu dense sur la thématique de la soirée, c'est-à-dire le partage du foncier et notamment la stratégie de sobriété foncière et de développement économique à différentes échelles, à la fois à l'échelle du Côte, du Grésivaudan et de la commune de Bernin. Ce sera suivi d'un second temps d'échange où toutes les personnes qui le souhaitent pourront s'exprimer. Les intervenants de la soirée, donc plusieurs personnes, plusieurs représentants de la communauté de communes du Grésivaudan, Jean-François Clapaz, vice-président à l'économie, au développement industriel et à la stratégie foncière, Olivier Salvetti, vice-président agriculture, alimentation et forêt, Joris Benel, directeur général des services, et Nicolas Milesi, directeur aménagement, logement et environnement. Présente également ce soir Vanessa Leparc pour Isère Aménagement, qui est l'aménageur de la zone d'activité économique. 2 représentants de l'EPSCOT, Benoît Parence, le directeur, et Olivier Alexandre, chargé de mission du Grésivaudan.
Loïc Marissal représentera la commune de Bernin en tant que directeur général des services. Et bien évidemment, Véronique Morel et Denis Cuvillier, qui sont nos deux garants désignés par la Commission nationale du débat public. On va commencer par un petit rappel sur la concertation préalable elle-même et rappeler évidemment quels sont ses objectifs. Une concertation préalable vise en premier lieu à présenter le projet au public, mais également à recueillir les contributions, les observations du public. Il s'agit, comme le dit le Code de l'environnement, également de débattre à la fois sur les opportunités du projet, c'est-à-dire ses objectifs, ses raisons d'être, mais également de présenter ses principales caractéristiques, les enjeux qui y sont associés et les alternatives qui sont envisageables et qui seront aussi un des objets de différents temps de modalités de concertation. Tout ça pour aboutir à des enseignements et à une amélioration, le cas échéant, du projet. Donc, les modalités de la concertation, c'est une concertation préalable parce qu'elle relève du Code de l'environnement. Et c'est une concertation volontaire qui a été souhaitée donc, par la maîtrise d'ouvrage composée de communes du Grésivaudan et du aménagement. Et donc, cette concertation est encadrée par la Commission nationale du débat public qui a désigné deux garants pour accompagner cette concertation conformément aux différents textes du Code de l'environnement qui encadrent cette procédure. La concertation dure 6 semaines. Elle a débuté le 30 septembre. Elle s'achèvera le 11 novembre 2024, ce qui est une durée assez classique pour les concertations préalables de ce type. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous avez certainement eu l'occasion d'aller sur le site dédié à la concertation, c'est-à-dire participation.le-grésivaudan.fr que vous voyez en bas de la page. Vous avez peut-être également eu connaissance des différents outils d'information qui ont été mis à la disposition du public. Un dossier de concertation qui reprend les différentes composantes que j'évoquais tout à l'heure, à la fois sur objectifs, caractéristiques, effets et alternatives du projet. Et un dépliant qui a été largement diffusé dans les boîtes aux lettres des communes les plus proches du projet. Évidemment, les rencontres, comme le webinaire de ce soir, sont aussi des occasions d'information et d'échange, mais c'est aussi une occasion de s'informer sur le projet lui-même. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments sur le site internet que j'évoquais à l'instant. Pour participer, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de déposer des contributions, des questions sur le site internet. Vous avez également, pour ceux qui ont reçu le dépliant, un volet avec un coup de montée que vous pouvez détacher et renvoyer après l'avoir renseigné avec vos observations ou vos questions par courrier postal sans besoin de la franchir. Vous avez pour les organisations, les organismes constitués, les associations, les collectifs, les syndicats, les collectivités, la possibilité de rédiger un cahier d'acteurs. Et puis, vous pouvez évidemment vous exprimer lors des réunions de concertation, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Vous avez également la possibilité d'adresser vos questions, vos observations par mail, par -fontaine au pluriel, @le-grésivaudan.fr. Vous retrouverez tous ces éléments dans la présentation qui sera évidemment mise en ligne à l'issue de notre réunion. Je rappelle à ce propos que la réunion de ce soir, qui est sur Zoom, est enregistrée et donc vous aurez la possibilité aussi de visualiser ou d'envoyer le lien vers d'autres personnes qui n'auraient pas pu participer à la réunion de ce soir et qui voudraient la regarder. La présentation qui sera diffusée sera aussi mise en ligne et la réunion de ce soir fera, comme toutes les réunions, l'objet d'un compte-rendu synthétique qui sera là aussi mis en ligne sur le site du projet. Pour avoir une vision exhaustive des rencontres qui sont organisées dans le cadre de cette concertation, donc la réunion publique d'ouverture a eu lieu mardi dernier à Saint-Imier. Nous sommes ce soir lundi 7 octobre, c'est donc la webconférence sur la gestion du foncier dans le Grésivaudan. Demain et dimanche qui vient, il y aura 2 rencontres de proximité. Demain, c'est sur le marché de Brignoux et dimanche, ce sera sur le marché de Crolles. Il y aura le 21 octobre une visite terrain où là, pour le coup, on demande aux personnes
personnes qui souhaitent participer à cette ville terrain de s'inscrire. L'inscription est disponible en ligne sur le site internet. Cette visite terrain sera ensuite suivie d'une réunion publique qui, pour le coup, est sans inscription, ouverte à tous, qui sera à la salle des fêtes de Bernin et qui sera dédiée donc, à l'intégration du projet dans son environnement. Et nous terminerons par une réunion publique de synthèse mercredi 30 octobre à cette même salle des fêtes de Bernin. Le 30 octobre ne signifiant pas la fin de cette séquence de concertation, mais juste la synthèse des 4 premières semaines. Vous aurez donc ensuite 2 semaines pour continuer à déposer vos questions et vos observations sur le site internet du projet que vous avez vu tout à l'heure. Je passe la parole à M. Cuvillier qui va nous rappeler les principes de la Commission nationale du débat public et le rôle spécifique des garants. Eh bien, bonsoir à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont en ligne. Bonsoir à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont en ligne. Monsieur Poinclou le rappelait à l'instant, la participation du public, elle est prévue par le Code de l'environnement. Et le Code de l'environnement, il prévoit que dans la vie d'un projet, il y a deux périodes où ils font obligatoirement informer et consulter le grand public. Il y a une première période, avant que la décision de faire le projet ne soit prise, et c'est la période où nous sommes en ce moment, pour le projet de la ZAE des Fontaines. Cette première partie, elle a pour but de débattre de l'opportunité du projet, de traiter de ces grands impacts sur l'environnement. Et à l'issue de cette première période, si le porteur du projet décide de continuer son projet, il fera une étude d'impact détaillée. À ce moment-là, le projet ira à l'enquête publique et là, de nouveau, il y a une partie formelle où le grand public va être consulté. Alors, cette phase amont, elle se fait sous l'égide de la Commission nationale du débat public, dont Véronique et moi, nous faisons partie. Qu'est-ce que c'est la Commission nationale du débat public? C'est une autorité administrative indépendante. Elle est habilitée, sur le plan autorité, à prendre des décisions en son nom propre. Par exemple, lorsqu'un porteur du projet saisit la Commission nationale du débat public, c'est la commission qui décide si ça sera un débat public ou une concertation préalable. C'est aussi elle, ensuite, qui valide les modalités de concertation qui sont proposées par le porteur de projet. Administrative, parce que c'est une institution publique, elle est indépendante parce qu'elle ne dépend ni des responsables du projet, ni du monde politique. Elle n'est rattachée à aucun ministère. Alors, elle défend un droit, M. Poinclou l'a rappelé, le droit prévu par le Code de l'environnement. Toute personne a le droit d'informer, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement. Un droit qui sert à quoi? À débattre du bien fondé du projet avant que des décisions irréversibles ne soient prises. Pourquoi fait-on ce projet? C'est très précisément le stade où nous sommes ici, sur le parc des Fontaines. À débattre des conditions à réunir pour sa mise en œuvre, le public peut, dans cette phase-là, dire si le projet doit effectivement se réaliser, alors nous tenons à ce qu'il y ait telle et telle chose, tel élément qui soit pris en compte. À quelles conditions peut se faire ce projet? Et ensuite, dans cette première phase, va être débattue l'information et la participation du public dans les phases suivantes, au moment de l'enquête publique, mais également au-delà, si le projet va jusqu'à la phase de réalisation. Donc, nous sommes deux garants de la concertation qui avons été nommés par la CNDP, la suite de la saisine par Isère Aménagement et la CCFG. Que se passe-t-il après cette phase de concertation préalable? Les garants rédigent un bilan de la concertation préalable dans le mois qui suit la clôture de la concertation, qui sera publié sur le site du projet. Et si le dossier va à l'enquête publique, alors il sera joint au dossier d'enquête publique. Le responsable du projet, ensuite, a 2 mois pour répondre aux enseignements de la concertation. Il tire de son propre bilan, mais qui va également tirer de notre bilan, parce que dans notre bilan, nous pouvons poser un certain nombre de questions. En fait, nous allons essentiellement relayer les questions que posées par le grand public. Et si le projet se poursuit, la concertation se poursuit également. Le cas échéant, sous l'égide d'un garant de la CNDP, ce n'est pas une obligation. C'est possible. Les principes de la concertation préalable, il y a des principes qui sont gravés dans le marbre. L'égalité. Chaque personne a le même droit à la même parole et ses arguments sont considérés avec la même attention, peu importe sa qualité et son titre. L'argumentation, là pour nous, les garants, on y tient beaucoup.
Tous les points de vue sont recevables à condition d'être argumentés. Nous, ça nous aidera à faire remonter de manière précise les questions du grand public si on connaît les arguments qui ont prévalu au moment de la question a été posée. Transparence des échanges entre les participants sont publics restitués. M. Poincourt rappelait que cette réunion s'est enregistrée, que tout le monde pourra s'y référer. Et neutralité, parce que les garants de la concertation, nous sommes indépendants et nous ne prenons pas parti pendant les débats sur le fond du projet. Et dans notre rapport, nous ne prendrons pas parti sur le projet. On ne conclura rien. En revanche, on fera remonter tous les arguments qui ont été portés par le public. Comment participer pendant la réunion? Là, non, c'est plutôt l'organisation web. Là, M. Poinclou, je vous reprends peut-être la parole. On évoquera, merci M. Cuvillier, on évoquera en détail la manière dont les gens pourront s'exprimer pendant le temps de la réunion de la webconférence. Peut-être, je vous laisse dire un mot des cahiers d'acteurs. Alors, il y a une modalité de participation à laquelle nous tenons beaucoup, ce sont les cahiers d'acteurs. Les cahiers d'acteurs sont des contributions formalisées, synthétisées, mais dans un document autoporteur. Les associations sont souvent recherchées pour leur capacité à mettre en place leurs arguments et à rédiger ces formes de cahiers d'acteurs. Mais les cahiers d'acteurs sont publiés sur le site de la concertation et dans le compte-rendu de la concertation. Et ce que nous prévoyons de faire le jour de la dernière réunion, la réunion de synthèse, c'est que les rédacteurs de cahiers d'acteurs viennent les présenter devant le grand public. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Vanessa Leparc pour d'Isère Aménagement pour un rappel des raisons d'être, des principales caractéristiques du projet. Près du micro. Plus. Mieux. Bonjour. Donc les raisons d'être du projet. Donc d'abord, l'extension de la ZAE est destinée exclusivement à l'accueil d'activités liées à la filière des nanotechnologies et des semi-conducteurs. Les grands objectifs du projet consistent à répondre aux objectifs européens et nationaux en matière de réindustrialisation et d'innovation, de répondre aux orientations stratégiques des territoires et consolider une filière majeure dans l'économie du territoire. La filière des nanotechnologies des semi-conducteurs dans l'économie du territoire est fortement présente, notamment par la présence d'importants acteurs industriels comme ST Micro et Soitec. C'est également le premier pourvoyeur d'emploi sur le territoire, un important pôle de formation universitaire également, avec des retombées économiques de la filière fortes. La ZAE aujourd'hui, donc, elle se localise aujourd'hui sur la commune de Bernin, à proximité immédiate du parc technologique de Crolles, sur environ 22 hectares, et accueille à ce jour Soitec. On a un écosystème d'entreprises de la filière des semi-conducteurs important existant sur cette ZAE, comme montré sur cette carte, avec effectivement un point central Soitec et une myriade d'entreprises qui accompagnent cette dynamique à proximité immédiate également de ST Micro sur Crolles. Des caractéristiques du projet d'extension de la ZAE. Aujourd'hui, vous avez une ZAE qui est un petit peu limitée sur la partie nord en extension. Du coup, l'extension est plutôt serait plutôt envisagée sur la partie sud en direction de Grenoble. Les aménagements prévus par l'aménageur Isère Aménagement sont la viabilisation du foncier avec les raccordements électriques, la portée en eau, des télécoms, etc. Des aménagements des espaces publics et des lots en vue de leur commercialisation, la création d'un tampon végétal entre la ZAE et ses abords, à la fois sur la partie résidentielle au nord de Bernin, au nord de Bernin, et au sud côté autoroute. Un réaménagement des voiries pour permettre les accès et faciliter les accès, en cohérence avec les chemins agricoles existants. L'accueil des entreprises, il est prévu une commercialisation sous forme de lot d'activités viabilisées, conformément aux futures autorisations administratives que l'on aurait si on continuait le projet, qu'on solliciterait si on avait le projet.
sous deux conditions. La cohérence de la nature de l'activité avec l'actuel écosystème industriel, c'est-à-dire en lien avec la filière des nanos, ainsi que le respect des prescriptions environnementales de l'extension de la ZAE et des obligations réglementaires. Les entreprises intéressées potentiellement par le projet sont des entreprises de la filière des nanos déjà présentes au sein de la ZAE, qui souhaiteraient éventuellement se développer, des entreprises de services d'équipement des usines de semi-conducteurs, notamment sous-traitantes de Soitec ou ST Micro, également présentes sur le territoire, des entreprises issues de l'essaimage du CEA ou des grandes entreprises, et des nouvelles entreprises souhaitant bénéficier du présent écosystème. Le coût et le financement du projet, on a un projet qui est à ce jour estimé entre 8 et 10 millions d'euros hors taxes, avec un financement assuré à 100% par la commercialisation des terrains viabilisés par Isère Aménagement. Il y a un détail à droite de la répartition des coûts. Le calendrier prévisionnel du projet, les études ont effectivement été lancées sur toute la partie constitution des dossiers d'autorisation qui nécessitent un certain temps d'études, ainsi que des études foncières, puisque le foncier est à ce jour non maîtrisé. Donc, on est sur cette première partie de concertation et d'échange avec le public sur l'opportunité du projet en vue de la prise de décision de la poursuite du projet. Si ce dernier venait qu'à se poursuivre, on envisagerait un dépôt des demandes d'autorisation administrative à compter du premier semestre 2025 en vue d'une enquête publique à mi-2025 pour une obtention en 2026 des autorisations ad hoc. Un début de travaux dans la foulée pour une livraison de l'extension de la ZAE mi-2027. Merci beaucoup pour cette présentation succincte et efficace. On va passer donc au premier temps d'échange, qui sera l'occasion pour les participants en ligne de poser leurs questions, soit sur la concertation, soit sur le projet tel qu'il a été rapidement rappelé. Comme on est sur Zoom, donc il y a un tout petit peu de technique qui est rappelé sur la slide que vous avez. Normalement, si vous avez les versions classiques de Zoom, si vous souhaitez vous exprimer, il faut lever la main. Pour lever la main, ça va se cacher dans l'onglet Réagir, Réaction, ça dépend de votre version. Ça peut être un cœur, voilà. Dans la barre d'outils qui est en bas, ça vous permet de lever la main. Une fois que vous avez levé la main, je vous donne la parole, c'est-à-dire je réactive votre micro. Il faut de votre côté que vous veilliez à ce que votre micro soit bien activé. Et à ce moment-là, l'ensemble des personnes vous entendent. Voilà. Et lorsque vous avez terminé votre micro, votre intervention, pardon, pensez bien à recouper votre micro derrière. Donc, s'il y a des questions qui sont relatives à la concertation ou à la présentation du projet, vous pouvez d'ores et déjà lever la main et on va prendre les questions dans l'ordre des mains qui se lèvent. Il n'y a pas de main levée pour l'instant. Il y a une dizaine de personnes, il y a 10 personnes qui sont connectées. Peut-être que ces 10 personnes attendent avec impatience la deuxième partie de réunion consacrée au partage du foncier. Mais si vous avez des questions sur la concertation ou sur le projet, n'hésitez pas. La parole est au public. J'attends quelques petites secondes pour voir s'il y a des mains qui se lèvent. Onzième personne qui nous rejoint. Nous venons, pour la personne qui vient de nous rejoindre, nous venons de faire un rappel des modalités de la concertation sur le projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines, de la commune de Bernin, et un rappel rapide du projet. Donc, au premier temps d'échange, consacré donc soit à la concertation, au rôle des garants ou aux caractéristiques du projet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en levant la main dans le petit onglet Réaction qui est normalement sur votre application Zoom en bas de l'écran. Il n'y a pas de main qui se lève. Avec l'accord des membres, je vous propose de passer donc au deuxième temps de notre réunion. Deuxième temps qui va être entièrement consacré à la stratégie de sobriété foncière du Grésivaudan,
et les outils pour y parvenir, donc aux différentes échelles, que ce soit à l'échelle du SCOT, donc de la grande région, à l'échelle du Grésivaudan, à l'échelle de la commune de Bernin. Je vais donc passer la parole à Nicolas Milési, directeur de l'aménagement, du logement et de l'environnement, pour un premier temps de présentation, et puis on passera ensuite aux différents intervenants avant d'atterrir sur un second temps d'échange qui sera évidemment beaucoup plus long et lors duquel vous pourrez poser toutes les questions sur ce qui vient de vous être présenté, mais vous pourrez également, le cas échéant, reposer des questions relatives au projet lui-même tel qu'il vous a été rappelé il y a quelques instants par Vanessa Leparc. Bonsoir à tous. Je vais évoquer donc le partage du foncier, comment concilier la sobriété foncière et le développement économique. Alors, je verrai quelques éléments d'enjeu, puis je continuerai sur des questions de contexte sur la sobriété foncière, la réindustrialisation nationale et la raréfaction du foncier. Donc, tout d'abord, ces questions d'enjeu. Donc, 3 enjeux majeurs vous sont présentés ce soir par rapport à notre projet, des enjeux économiques afin de créer des emplois, répondre aux besoins des entreprises et favoriser l'innovation, mais aussi lutter contre la spéculation foncière. Des enjeux environnementaux autour de la lutte contre l'artificialisation des sols et la préservation des terres agricoles et naturelles. Enfin, des enjeux sociaux et sociétaux avec un accès équitable au foncier, l'aménagement du territoire pour une meilleure qualité de vie et la réduction des inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Tout ça s'inscrit dans une logique de partage du foncier qui vise à limiter l'artificialisation des sols tout en permettant la croissance économique. Tout d'abord, donc, des éléments de contexte de sobriété foncière. Alors, quels sont les principaux objectifs autour de cette sobriété foncière? Donc, on recherche une utilisation optimale et économe du foncier disponible, la limitation de la consommation d'espaces agricoles et naturels, et la densification des zones existantes. Tout cela dans un objectif d'intégrer la sobriété foncière dans les politiques d'aménagement du territoire, afin d'anticiper les besoins futurs tout en limitant l'impact environnemental. On est ici dans une logique d'intensification urbaine. Quelques mots sur le contexte de réindustrialisation nationale. Donc là, on est aussi sur des questions qui sont macro. Donc on assiste depuis plusieurs décennies à un déclin industriel en France. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 24% à 11% avec la fermeture de nombreux sites industriels et la délocalisation vers des pays à bas coût. Il s'est accompagné d'une perte d'environ de 2 millions d'emplois industriels. Il y a aussi, de façon plus récente, les chocs récents comme la pandémie du Covid-19, la crise énergétique ou encore le choc des semi-conducteurs avec une pénurie qui s'organise. Face à tout cela, une stratégie de réindustrialisation émerge avec une volonté politique et technique de relocaliser en France ces industries. Et tout ça s'est concrétisé dans le plan France Relance 2030 de l'État, partagé à l'échelon local dans les départements. Donc, les objectifs partagés de l'État, mais aussi du bloc communal dont fait partie notre intercommunalité, les voici. Donc, on trouve ici donc, la volonté de développer une souveraineté industrielle, de contribuer à la transition énergétique, d'encourager les industries décarbonées, favoriser l'innovation et tendre vers l'industrie 4.0, qui est l'industrie du futur, qui nous permettra de faire converger le monde virtuel avec les conceptions numériques et la gestion des produits du futur. Quelques mots aussi sur le contexte national de raréfaction du foncier. Donc, on assiste à une désindustrialisation depuis 4 décennies. Une très faible part du territoire français est aujourd'hui consacrée aux activités productives. Notre industrie ne représente que 4 à 5% de l'artificialisation ancienne et nouvelle, alors qu'elle compte pour 13% du PIB. 3 facteurs sont à retenir.
tout d'abord une réglementation en matière de sobriété foncière complexe, autour donc plus récemment des questions de zéro artificialisation nette avec le ZAN. Un autre facteur qui sont les mécanismes structurels du marché, hein, donc le foncier disponible est orienté vers des projets jugés parfois plus rentables et moins risqués que les activités productives comme le logement, les activités commerciales. Puis enfin, il y a des arbitrages politiques qui sont souvent malheureusement moins favorables à l'activité économique, en lien avec les difficultés d'acceptabilité des projets et l'urgence de la crise du logement. Sur votre droite, vous voyez une série de chiffres qui éclairent notre débat de ce soir. Je retiendrai un chiffre important. 93% des intercommunalités comme celle du Grésivaudan estiment que leur parc d'activité sera saturé à la fin de la décennie. Au vu de ces éléments d'enjeu et de contexte que nous avons posés, donc on voit que les pratiques foncières découlent de l'addition des enjeux, des problématiques de sobriété foncière, de raréfaction du foncier et de la réindustrialisation. Tout ça s'inscrit donc dans une somme de contraintes environnementales et réglementaires. Donc, dans ce panorama, il est nécessaire de trouver un nouveau modèle d'aménagement intensif qui va nous permettre de densifier et optimiser les espaces économiques existants, de requalifier et renforcer l'attractivité de nos zones d'activité économique, qui est donc le principal gisement de foncier économique sur notre territoire, mais aussi traiter les friches restantes et mutualiser les usages. Ce nouveau modèle à décliner va devoir reposer sur les outils en notre possession. Plusieurs outils sont mobilisables, donc on peut citer les documents de planification urbaine comme le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, mais aussi des éléments de projets politiques comme par exemple le projet de territoire du Grésivaudan. Dans le cadre de notre intercommunalité, nous avons par ailleurs développé un schéma directeur des zones d'activité économique, un document non producteur de contraintes juridiques, mais qui donne des orientations politiques très ambitieuses en matière de développement économique. Et puis, au parallèle de tout ça, nous avons une volonté de développer des politiques publiques qui soient en matière de développement économique, de logement et d'agriculture et de forêt, adaptées aux nécessités de notre territoire. Après ce panorama, je vais vous dire encore quelques mots sur l'état des lieux de l'occupation des sols du territoire en vous présentant quelques images et quelques chiffres supplémentaires. Vous trouvez sur ce slide la répartition de l'occupation des sols dans la grande région grenobloise. Une petite erreur s'est glissée dans le titre. Ce n'est pas la Grande Vallée, mais la grande région. Vous avez les 7 intercommunalités qui constituent la grande région grenobloise sur lequel s'étend le schéma de cohérence territoriale. Et vous voyez donc notamment en rouge les zones urbanisées par rapport aux zones en vert et orange pour les espaces agricoles et les espaces naturels. Donc on voit la place du Grésivaudan et on peut le comparer aisément avec d'autres intercommunautés voisines comme par exemple Grenoble-Alpes Métropole centrée sur Grenoble où la part des zones urbanisées est beaucoup plus importante que sur notre territoire. On voit sur le territoire du Grésivaudan que les forêts des espaces naturels représentent une très large partie de celui-ci. Voici la répartition de l'occupation des sols sur notre territoire. Vous pouvez voir qu'environ 12% sont consacrés aux zones urbanisées, dédiées au logement, aux équipements publics et à l'économie. L'économie ne représente qu'1,26% sur ces 12%, donc un 12e environ. Et vous voyez que la majeure partie du Grésivaudan, plus de 80%, est regroupée autour de l'agriculture et les forêts. Les forêts constituent effectivement la majeure partie de l'occupation des sols sur notre territoire au vu des 2 piémonts montagneux de Beldonne et de Chartreuse.
J'en terminerai sur l'état des lieux du foncier économique dans le Grésivaudan. Vous avez sur la partie droite une série de camemberts qui vous montrent où sont situées les zones d'activité économique. Elles sont coloriées par des couleurs un peu criardes donc sur la droite. Et vous voyez plus précisément sur la gauche un diagramme qui vous donne le foncier non consommé affecté à des projets, le foncier non consommé non affecté à des projets et le foncier consommé au sein du bilan de la consommation foncière des disponibilités fixées par le schéma de cohérence territoriale de la grande région urbaine grenobloise pour notre territoire, qui est le document de planification chapeau et intégrateur qui fixe le développement économique de notre territoire. Donc nous avons la possibilité d'avoir un développement jusqu'à 150 hectares et ce diagramme vous présente sa répartition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mélési. Vous avez donc dressé la stratégie de sobriété foncière et développement économique. Et vous avez évoqué les différents outils pour concilier justement ces deux items. On va commencer peut-être par l'outil du SCOT en passant la parole à Benoît Parent, qui est donc directeur de l'EPSCOT. L'EPSCOT, c'est donc l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale de la grande région de Grenoble. Je vous passe la parole. Et bonsoir à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter les grands principes du SCOT de la grande région de Grenoble. On est sur un document d'urbanisme important qui couvre un très grand territoire de la grande région de Grenoble avec 7 intercommunalités qui regroupent plus de 260 communes. Un document qui a été approuvé en 2012 et qui a fait l'objet de bilans en 2018 et très récemment en 2024. On y reviendra tout à l'heure. Le Grésivaudan est un secteur à la fois le plus grand en superficie, mais aussi le deuxième le plus peuplé en nombre d'habitants, avec 100 000 habitants et en nombre d'emplois. Et on voit forcément la forte connectivité avec la métropole voisine. Et c'est un territoire qui fait le lien avec la partie savoyarde. Les autres intercommunalités du SCOT sont le Pays Voironnais, la métropole, Bièvre-Est, Bièvre-Isère, Saint-Martin-Vercors-Isère, le Trinité. La SCOT, c'est un document d'urbanisme qui vise à définir des grandes règles à 20 ans sur un grand territoire, donc de la région grenobloise et le plus grand Auvergne-Rhône-Alpes, superficie en nombre de communes, mais c'est surtout le prolongement des intercommunalités et des communes par définition. Et donc le comité syndical, 30 élus du comité syndical, travaille à l'échelle d'un bureau de 13 élus autour de présidence, décide les règles qui sont posées, débattues avec les intercommunalités et mettent en œuvre le document. Aujourd'hui, c'est un document qui s'inscrit complètement dans à la fois définir un projet et des règles pour les 20 prochaines années. Donc, le SCOT actuel, il vise jusqu'à 2030. C'était 2010-2030. Il a été élaboré entre 2007 et 2011. Ce projet, il doit permettre de définir un certain nombre d'éléments dans les intercommunalités, notamment le programme local de l'habitat, le plan de mobilité, le plan air climat énergie et surtout les documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux, plan local d'urbanisme ou PLUI ou carte communale, qui doivent être compatibles avec le document et les grandes orientations du SCOT. Mais le SCOT, il a aussi une vocation d'intégrateur, document pivot, car il permet d'intégrer toutes les hiérarchies des normes, loi montagne, SRADET, document à l'échelle régionale, mais aussi les chartes de parcs naturels régionaux. Donc tous ces éléments-là qui viennent à une échelle plus large que le SCOT sont intégrés par le document et du coup les documents à l'échelle intercommunale ou communale n'ont à se référer qu'au SCOT. Forcément, on est dans un territoire dans des éléments où beaucoup de choses évoluent en termes de réglementation ou même d'enjeux sur le territoire. Et donc, les SCOT sont des documents aussi vivants qui doivent être mis en œuvre, révisés ou qui peuvent évoluer. On y reviendra en fin de séance. Concernant le projet porté par le SCOT à travers son PADD et ses différentes règles de D2O, un certain nombre d'éléments concernent le Grésivaudan dans les principes d'aménagement sur le territoire du SCOT, à savoir de valoriser la position de territoire charnière entre l'agglomération grenobloise et la Savoie,
d'assurer aussi l'autonomie du fonctionnement du territoire avec une meilleure articulation sur le nombre d'emplois plutôt à développer fortement et le nombre d'habitants qui est plutôt à encadrer. Et puis de conforter l'organisation multipolaire et les liaisons entre la plaine et les montagnes, entre les deux rives et les différents bassins de vie, en sachant que le SCOT définit des vocations par type de polarité touristique, mais aussi en fonction des niveaux de centralité, avec une carte d'armature urbaine assez détaillée. Et puis évidemment, le confortement et l'accompagnement de l'accueil d'activités économiques, notamment autour des zones d'activité de Crolles, Bernin, Dino-Vallée et Montbonneau, dans le prolongement de la région grenobloise, de l'agglomération grenobloise. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Milesi, le SCOT attribue un certain nombre d'hectares sur les différents territoires et les différentes intercommunalités. Alors, on parle de secteur à l'époque de l'élaboration du SCOT, mais ça regroupe les intercommunalités actuelles. L'époque des regroupements, donc pour le Grésivaudan, qui correspond à la CCLG, c'est 150 hectares qui étaient indiqués pour l'horizon 2030. Et on s'aperçoit effectivement que la métropole, avec 200 hectares, constitue moins de superficie que l'ensemble des autres territoires, avec quasiment 500 hectares à l'extérieur de la métropole, pour justement favoriser la création d'emplois en dehors du territoire métropolitain. Enfin, concernant le projet d'aujourd'hui, il est bien identifié à travers les sites de Crolles et de Bernin comme des secteurs stratégiques, d'enjeux stratégiques à l'échelle de la grande région grenobloise pour le projet économique du SCOT. Très rapidement, par rapport à l'évolution du SCOT, je vais donner la parole à Olivier Alexandre concernant notamment le bilan qui a été effectué récemment. Bonsoir à tous. Le SCOT, effectivement, réalise tous les 6 ans une évaluation de sa mise en œuvre et de ses effets sur le territoire. On va vous en présenter quelques éléments qui apporteront des éclairages sur les questions qui nous intéressent ce soir, en particulier, ou en tout cas pour commencer, sur la consommation d'espace. Vous avez sur votre droite et en haut une barre territoire composant la grande région de Grenoble. Le Grésivaudan est le troisième en partant de la droite. Les volumes de foncier consommés par les différents usages du sol. En rouge, les espaces urbanisés et en mauve, notamment les zones d'activité. Et on se rend compte que, de manière générale, entre la période 2010, 2015, puis 2015-2020, l'ensemble des territoires, à une exception près, ont connu une baisse significative du rythme de consommation d'espace, rythme de moins 30% en ce qui concerne le territoire du Grésivaudan. Cette consommation, cette réduction de la consommation d'espace qui est observée constituait un objectif du SCOT. C'est le graphique du bas. Vous avez en bleu horizontal l'objectif que le SCOT attribuait à chacun des territoires qui composent la grande région de Grenoble. Le territoire du milieu est celui du Grésivaudan. On voit que sur la période, le passage de la période 2010-2015 puis 2015-2020, eh bien, effectivement, le territoire a atteint l'objectif qui lui était adressé par le SCOT. Une évolution intéressante et à laquelle il faut être attentif, c'est celle de la réduction notable de la dynamique démographique sur l'ensemble de la région grenobloise et sur l'ensemble des territoires qui la composent. Pour aller rapidement, lorsque le SCOT a été élaboré, la dynamique de population, d'évolution annuelle de la population était de plus 0,6, plus 0,7% par an. Elle est arrivée en 2020 à 0,3 à l'échelle de la région grenobloise, 0,3 à 0,4 sur le territoire du Grésivaudan, ce qui a bien entendu une incidence sur la nécessité de produire du logement pour répondre à cette évolution de la dynamique démographique. En matière d'emploi industriel, Nicolas Milesi et Vanessa Leparc évoquaient la forte caractéristique industrielle du territoire. Sur le graphique de gauche, en bas à gauche, vous avez les 21 métropoles régionales françaises
et le poids de l'emploi industriel au sein de l'emploi privé pour chacune de ces métropoles. Vous pouvez observer que l'aire de la région grenobloise se situe en deuxième position à l'échelle française. Les deux graphiques de droite montrent l'évolution que connaît cet emploi dans les métropoles françaises entre 2018 et 2022. À chaque fois sur la gauche, sur les deux graphiques, vous avez l'aire d'attraction grenobloise et sur le graphique de droite, l'aire d'attraction des métropoles régionales. On s'aperçoit qu'entre 2018 et 2022, la valeur ajoutée liée à l'emploi industriel est en nette baisse dans les métropoles régionales, puisqu'elle passe de 39% à 21% des différentes branches, hein, bâtiments, commerce, industrie et services, alors qu'elle reste constante à l'échelle de l'aire d'attraction grenobloise en restant à 39%. Il caractérise bien le poids de l'emploi industriel dans l'économie locale. Or, cela a porte un enjeu assez fort sur le Grésivaudan, puisqu'un des enjeux du SCOT était de favoriser le développement de l'emploi en dehors de l'agglomération grenobloise. Le SCOT inscrivait dans ses objectifs le fait qu'il était souhaité que les 2 tiers des nouveaux emplois créés le soient en dehors de l'agglomération grenobloise. Ce que montre le graphique en bas. En jaune, vous avez la part d'emploi de la région grenobloise dans la métropole et en bleu en dehors de la métropole. Et ce que vous pouvez observer, et notamment depuis 2013, donc les deux dernières barres, c'est que malheureusement, en tout cas par rapport aux objectifs du SCOT, cette répartition de l'emploi n'a pas évolué. Lorsque l'on regarde, et c'est un petit peu complexe à lire, mais on va le faire très rapidement, vous avez sur la carte de gauche l'évolution de l'emploi productif par pôle d'emploi, et sur la droite, l'évolution de l'emploi présentiel. En rouge, tout ce qui croît, en bleu, tout ce qui décroît. Ce qu'il est important de noter, c'est d'une part la forte évolution, notamment sur le secteur du Grésivaudan, Crolles-Bernin, de l'emploi productif, et par ailleurs la forte association entre croissance de l'emploi et présence d'importantes zones d'activité. Il y a un fort lien de corrélation entre ces deux questions-là. Voilà pour les principaux éléments que vous voulez porter à votre connaissance. Merci messieurs pour cette présentation. Je vais passer la parole maintenant à Loïc Marissal, qui est directeur général des services de la commune de Bernin et qui va nous présenter les orientations du plan local d'urbanisme par rapport notamment à cette préoccupation d'occupation des sols. Monsieur Marissal. Bonsoir. Le plan local d'urbanisme de Bernin est un document de planification qui a été approuvé en juin 2016 et qui présente un projet de développement pour la commune sur une échéance de 12 ans qui se structure autour de 3 axes d'intervention principalement. Le premier axe étant que Bernin se veut être un village dynamique et attractif. Donc, village parce que Bernin, il faut le rappeler, est une commune de moins de 3500 habitants. Le deuxième axe est que Bernin présente un capital agricole, naturel et forestier préservé et valorisé, avec, on le verra plus tard, une part non négligeable d'espaces ENAF, comme on appelle ça, des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et le troisième axe qui se structure autour d'un développement raisonné et maîtrisé. Le PLU de la commune de Bernin est un PLU compatible avec la loi ALUR et qui a intégré du coup l'obligation d'avoir des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation d'espace. Donc, pour montrer l'ambition de densification vers la ville sur la ville, comme on le dit, en matière de réduction du foncier libre urbanisable et en nombre de logements à l'hectare, en compatibilité avec les orientations du SCOT
du schéma de cohérence territoriale que nous ont présenté M. Parent et M. Alexandre. Donc, l'objectif de réduire de 2,5 fois les surfaces réalisables entre le document précédent et le zonage du PLU qui a été approuvé en 2016, avec des déclassements qui ont dû être opérés lors de l'élaboration du zonage, et aussi la volonté d'atteindre une densité, je dirais presque double, on va dire 60% supérieure à la densité actuelle, en passant de 9 logements actuellement à l'hectare, observés sur la période 2003-2014, à une densité de 14 logements sur les 12 années donc, sur lesquelles s'établissent le PLU de 2016 à 2028. Donc avec une densité sur les secteurs d'urbanisation future qui ne sera pas en deçà de ce chiffre de 14 logements à l'hectare. On verra, il y a une certaine proportion du territoire qui est réservée à l'urbanisation future. Des ambitions qui traduisent le besoin d'accueillir un logement à l'horizon 12 ans, avec une moyenne déterminée de 245 logements à créer sur la période du PLU, soit 20 logements par an environ, dont environ 50% de logements sociaux. La commune n'est pas astreinte aux obligations de la loi SRU, mais à la volonté de créer, quand bien même du logement social, parce que ça répond aussi à un besoin de notre territoire. Et 55 à 60% de la production de logements doit se faire dans le tissu déjà bâti. Ce qu'on observe beaucoup sur la commune, c'est des divisions foncières, voilà, actuellement. Le PLU présente aussi un axe spécifique dédié aux activités économiques, et notamment dans ce qu'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable, une orientation, la 1.4, qui contribue au rayonnement et au dynamisme économique du Grésivaudan. Donc, une orientation qui reconnaît en fait finalement le poids des activités et entreprises déjà présentes dans la zone d'activité économique du Parc des Fontaines, avec la volonté de maintenir la vocation et l'image de marque du parc technologique, avec l'accueil d'activités technologiques comme de la micro et de la nanotechnologie. Améliorer aussi la qualité paysagère et urbaine de la zone d'activité artisanale adjacente pour améliorer son attractivité et son intégration paysagère. C'est aussi conforter l'offre commerciale dans le centre du bourg et conforter l'activité agricole et viticole qui est présente sur le territoire de Berlin. Une prise en compte des vocations actuelles dans le développement futur de la commune. Donc, 23% du territoire est en zone urbaine, donc une zone immédiatement constructible et pour la plupart déjà largement bâtie. Voilà la cartographie du PLU de Bernin, où on voit beaucoup de secteurs, notamment en orange sur la carte. On voit beaucoup de maisons, notamment, et qui sont pour la plupart soumis à des divisions foncières, qui permettra la densification à terme. Donc 23%, dont 3,3% du territoire qui sont à vocation d'accueil d'activités économiques, en zone UE et UI. 3,3%, c'est presque rien à l'échelle du territoire finalement. 0,9% en zone urbanisée, donc un développement assez limité en fait de l'urbanisation sur de nouveaux espaces et une concentration sur les espaces urbanisés déjà existants. Et finalement, 77% du territoire communal qui reste en zone agricole, naturelle ou forestière. Donc, les zones urbaines et urbanisées sont à vocation mixte, mais principalement fléchées pour l'accueil d'habitat. Donc, il y a une partie en marron qui correspond vraiment au hameau ancien, au centre-bourg, au hameau historique de la commune. Donc, des zones UA et UA indicées, donc avec des zones urbaines, notamment le long de la RD, secteur de la ZAC, des hameaux anciens, quelques châteaux historiques sur la commune, et des zones UB, la majeure partie du territoire finalement, qui sont des zones mixtes à vocation essentiellement résidentielle, avec très majoritairement, je l'ai indiqué précédemment, de l'habitat individuel. Les zones urbaines spécifiques, qui sont des zones UE indicées Q, qui sont réservées pour l'accueil d'équipements publics. Je pense notamment au gymnase du Cube, ou encore aux écoles et autres aménités et commodités proposées par la commune. Et enfin, des zones urbaines dédiées à l'accueil d'activités artisanales et industrielles. J'ai rappelé précédemment, c'est 3,3% du territoire en zone à vocation d'activité économique, dont notamment la ZAE du Parc des Fontaines dans son état actuel. Finalement, l'évolution de l'urbanisation ces 10 dernières années, ce sont des extensions limitées dans les contours des zones urbaines et urbanisées du PLU. Donc, il y a environ 10 hectares urbanisés hors enveloppe déjà bâtie. 70% sont
pour de l'habitat, pour une centaine de logements créés. On en revient à notre 14 logements par hectare en densité de population. Et 30% sont réservés en extension pour de la zone d'activité. Donc, l'évolution de l'urbanisation sur des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2010 et 2020, représentée par la carte. Un zonage qui acte l'état actuel de la ZAE du Parc des Fontaines, finalement, à la date d'élaboration du PLU. Donc, le PLU de la commune de Bernin a été approuvé, comme j'ai rappelé, en 2016. Une seule modification a été opérée en 2023. Elle n'avait pas pour but de prendre en compte un quelconque projet à ce moment-là. Donc, c'était des modifications voilà, assez limitées. Donc, ce PLU il tient compte des orientations et prescriptions du SCOT de la grande région urbaine grenobloise sur ce secteur, avec une reconnaissance de l'activité économique en place, mais finalement sans connaissance des souhaits de développement au moment de l'élaboration du PLU, et forcément une compatibilité. On l'a rappelé tout à l'heure, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale. C'est ce qui est le cas sur le PLU de la commune de Bernin. Bien, je vous remercie. On termine donc cette séquence. Oui, Monsieur Milési, et puis ensuite on passera la parole à Monsieur Benel. Allez-y. Oui, bonsoir de nouveau. Je reprends la parole pour vous dire deux mots sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Au vu de ce projet d'extension de la zone d'activité économique des Fontaines, plusieurs choses sont à faire en matière de procédures complexes d'urbanisme. Tout d'abord, la mise en compatibilité du schéma de cohérence de la grande région de Grenoble, car cette extension est réalisée et projetée en dehors des limites de l'urbanisation prévues par ces documents cadres. Et puis aussi la mise en compatibilité du PLU de Bernin que nous venons de voir avec M. Marissal, car l'extension a été projetée en zone agricole. Pour que ce projet d'extension et que ces procédures soient menées, il convient de lancer ce qu'on nomme une déclaration d'utilité publique, une DUP, qui va permettre de mettre en compatibilité le SCOT de la grande région de Grenoble et le PLU de Bernin avec ce projet. Cette procédure va nécessiter la réalisation d'une évaluation environnementale avec une étude d'impact et la tenue d'une concertation qui aura lieu début 2025. Et pour terminer, donc l'utilité publique du projet valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme sera déclarée par arrêté préfectoral. Voilà. Merci pour ce rappel et le lien entre ce qui vient de nous être présenté et le projet. Je passe désormais donc la parole pour une dernière intervention à Joris Benel, directeur général des services de la communauté de communes du Grésivaudan, qui va nous présenter le projet de territoire et la manière justement dont ce projet de territoire permet de concilier sobriété foncière et développement économique. Bonsoir à tous. Donc, le projet de territoire, il est tout frais puisqu'il a été voté par le conseil communautaire il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment très, très frais. Il est issu d'un amendement du projet de territoire de 2018 qui s'est voulu dans la continuité de ce qui avait été fait par les élus du mandat précédent. C'est important de le préciser. Pourquoi nous avons décidé, le président a décidé de l'amender? Plusieurs raisons. Donc, d'abord, dans le projet de 2018, les transitions, toutes les transitions, j'y reviendrai parce qu'on pense naturellement à la transition écologique, mais il y a aussi les transitions sociétales qui sont très importantes, notamment dans notre territoire sur le vieillissement de la population, par exemple. Les transitions étaient trop peu présentes en 2018. Donc, nous avons souhaité vraiment faire des transitions la matrice de toutes nos politiques publiques, sans exclusion, et s'interroger, problématiser à la fois notre territoire et nos politiques publiques à l'aune de ces transitions. Première chose. Deuxième chose, on a bien sûr dans les 4 dernières années, ça ne vous aura pas échappé, vécu beaucoup de choses, dont le Covid qui a changé énormément de pratiques. Par exemple, je pourrais citer les déplacements avec le télétravail, une nouvelle mandature en 2020, je l'ai dit, et de nouveaux éléments de contexte sur lesquels je pourrais revenir. Troisième raison, il y avait dans le projet de 2018 des éléments
politiques ou techniques qui étaient avancées et qui finalement n'étaient plus souhaitées par le nouveau mandat. Donc je vais aller dire, pour cette réunion-là, c'est pas très important, mais ça nous a paru important de le refaire aussi pour ces raisons-là. Et enfin, c'est les deux dernières lignes. Les élus ont souhaité vraiment une feuille de route très précise par politique publique, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que dans le projet de 2018, si vous cherchiez à lire dans ce projet de territoire de 2018 nos objectifs en matière d'agriculture, vous ne les auriez pas trouvés parce que toutes les politiques publiques n'étaient pas déclinées. C'était un projet, on va dire, d'organisation du territoire et pas de déclinaison de nos politiques publiques. Donc on est allé vraiment très loin dans cette déclinaison. Ensuite, ce nouveau projet de territoire amendé, là, vous avez le détail des grandes parties qui le composent et j'y reviendrai rapidement. L'idée, c'est de se dire qu'on est un territoire très attractif. Alors, souvent en France, chacun dit que son territoire est attractif, mais le nôtre, il est vraiment attractif puisqu'il est entre plaine et montagne, Beldon, Chartreuse. C'est un territoire qui est beau, qui est varié, avec des stations de ski, mais ce territoire qui est très attractif et beau, il nous oblige. Il nous oblige puisqu'il est très fragile par sa nature, sa biodiversité et tous les éléments qui le composent. Donc, à la fois, on a le devoir de s'organiser pour en faire profiter les stations de ski, été comme hiver, l'ensemble des lacs, etc. Mais on a aussi une obligation de le préserver. Et c'est bien l'enjeu, notamment sur le foncier qui vous a été expliqué par Nicolas Ménézy juste avant moi. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que c'est un territoire dont une des spécificités, c'est l'économie. Et d'ailleurs, l'économie, c'est notre histoire dans ce territoire. On dit souvent que c'est notre ADN, c'est comme ça. Si je vous parlais de Loisan, Loisan, son histoire, c'est pas l'économie, c'est les stations de ski, de haute montagne, etc. Nous, c'est l'économie, avec un passé industriel fort, et le territoire s'est construit autour de l'économie. Alors, on pense à l'industrie papetière, puis après les semi-conducteurs. On a eu à cœur, et les élus ont eu à cœur au fil des mandats, de diversifier cette économie pour pas finalement mettre tous nos œufs dans le même panier avec ce qu'on appelle l'économie primaire, secondaire, tertiaire, en ayant une répartition la plus harmonieuse possible à l'échelle de notre territoire. Justement, ce nouveau projet de territoire a permis, alors dans toutes les politiques publiques, dont particulièrement l'économie, d'intégrer les transitions écologiques qui se traduisent par des aménagements de zones économiques qui d'ailleurs avaient été évoqués par Jean-François Clapas qui est à ma gauche, avec vraiment chercher sur chaque zone ce qu'on peut faire pour intégrer les transitions écologiques. Donc ça va se gérer à la fois dans l'aménagement, mais aussi dans les usages de la zone. On pourrait parler, par exemple, des parkings à étages qui permettent d'économiser du foncier ou de la desserte de transport en commun, améliorée, etc., etc., etc. Un territoire qui se réinvente parce que, comme je disais, les changements vont très vite. Quand vous prenez, par exemple, je vais vous donner qu'un seul chiffre pour le comprendre, le nombre de personnes par ménage, par foyer, en 68, c'était 3, personnes. Aujourd'hui, en 2020, c'est 2,18 personnes par ménage. Donc, vous comprenez bien que si on n'intègre pas ces changements sociétaux, vieillissement de la population, phénomène de séparation des couples, eh ben, on ne peut pas construire la bonne taille de logement, adapter notre politique dans notre PLH, etc., etc. C'est un exemple que je vous cite, mais ce que je dis, c'est que notre projet de territoire doit coller aux enjeux sociétaux qu'on vit et qui vont, comme je le disais, très vite. Et enfin, un territoire solidaire et fédérateur. L'enjeu, finalement, quand je disais que c'est un territoire avec une histoire économique, cette histoire économique qui produit de la richesse, donc qui produit de la richesse qui permet de développer des services publics très présents sur le territoire, très forts, très larges, mais on a aussi un devoir de partager ce dynamisme économique auprès de nos communes en créant une forme de solidarité financière, fiscale, et qui va même bien au-delà, par exemple avec une cellule d'appui aux communes. Pour aller très vite, alors une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on compte 105 000 habitants. Ça fait de nous la plus grande communauté de communes de France en nombre d'habitants. Sans pour autant avoir une ville-centre importante, puisque Crolles et Pontcharrat ne dépassent pas 10 000 habitants. On est aussi avec une particularité d'avoir deux pôles majeurs, Grenoble
d'un côté, Chambéry de l'autre, et nous, on est un territoire traversé. Pour autant, on a des interdépendances très fortes avec ces deux gros territoires qui nous entourent, et on arrive à équilibrer quelque part le rapport de force positif qu'on peut avoir avec ces territoires, puisqu'on leur apporte pratiquement autant que ce que eux ils nous apportent avec leur centralité. Ce territoire, je le disais, il est beau, mais sensible, avec des contraintes et des risques importants. Le PPRN, risque naturel, le PPRI, risque inondation, et une contrainte foncière importante, puisque comme on a des montagnes de chaque côté, bah forcément, vous comprenez bien que notre foncier est très contraint, puisqu'on n'est pas un territoire plat avec de grands espaces. On est vite contraint par la montagne. Et avec des espaces naturels très sensibles. Quand on connaît la Chartreuse, pour la partie qui nous concerne, ou Beldon pour une plus grande partie, c'est des territoires sur lesquels, bien évidemment, il y a des enjeux de préservation, de biodiversité et autres qui sont très importants. Aussi un territoire très diversifié, hein. Je parlais des 6 stations de ski, des stations thermales, par exemple, qui renforcent aussi notre attractivité. Je parlais de la diversification qu'il faut soutenir, pardon, avec bien sûr des commerces, avec une politique forte de redynamisation des commerces en centre-bourg, avec une politique agriculture et forêt extrêmement importante aussi. Le vice-président est aussi dans la pièce aujourd'hui, avec des territoires de reconquête agricole, où on va venir aider les agriculteurs à développer leur activité, à la soutenir, et aussi une activité très forte sur la forêt, 40 000 hectares de forêt, avec une économie très importante sur la forêt, et avec là aussi des aides directes de la communauté de communes pour les exploitants forestiers. Et enfin, les montagnes et le tourisme, qui est aussi une activité économique très importante, l'activité de montagne, avec les socioprofessionnels très présents sur nos stations, et une volonté de comment dire, préserver ces espaces en gérant les accès à ces espaces, en essayant aussi de gérer les temporalités d'accès pour pas que tout le monde se rende au même endroit au même moment en montagne. C'est un peu souvent le problème. Et par exemple, les 8 camps de base qu'on a créés sont là aussi pour réguler cet accès à la montagne et la rendre peut-être plus lisible, et oui, avoir des flux peut-être moins importants au même endroit au même moment. Enfin, des enjeux pour concilier la suite. Alors, ça a été évoqué par Nicolas Milesi sur le foncier. L'idée, c'est on se doit, alors dans le cadre de la politique du zéro artificialisation nette, mais pas que, parce qu'on le fait depuis bien avant cette loi climat et résilience, travailler sur le partage des usages, et notamment le partage du foncier entre l'habitat, l'agriculture, l'économie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on a enclenché depuis maintenant bien longtemps. Et enfin, puisqu'il faut que je me dépêche, sachez qu'on a intégré à notre projet de territoire un plan climat, air, énergie territorial, qui est un plan très ambitieux, comme vous pouvez le voir sur le diapositive, avec notamment une volonté d'aller sur un territoire à énergie positive en 2050, en travaillant sur les énergies renouvelables, mais aussi sur la sobriété énergétique de tout notre territoire. Et sachez que c'est bien parti, avec des projets très concrets par rapport à cette ambition-là. Deux grandes politiques extrêmement importantes aussi qui concernent le projet d'extension, directement le projet d'extension de la zone des Fontaines, puisque quand on est en une zone, on ramène théoriquement des nouveaux salariés, donc il faut travailler à les loger, politique de l'habitat. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi anticipé, puisqu'on vient de voter, enfin on va voter notre plan local de l'habitat, le PLH, et sur les mobilités, avec notamment le SMAG, qui est un exemple, je crois, un des seuls exemples en France, qui est très volontariste sur le regroupement de plusieurs EPCI, et qui permet d'avoir un réseau unifié et très cadencé, très dense sur notre territoire. Et enfin, bien sûr, je ne rentrerai pas dans le détail, mais pour bien comprendre, on est un territoire extrêmement intégré, qui vient non seulement travailler, comme je le disais, par rapport à l'extension de ces zones économiques, sur tous les enjeux autour du foncier, mais aussi les enjeux d'eau, assainissement, par exemple, et tout ce qui va autour de l'accueil de nouveaux habitants, la gestion des déchets, la gestion de la petite enfance, la jeunesse et de la parentalité, ou par exemple, pour nos aînés, l'autonomie, la santé, la solidarité.
Et je terminerai par là. Notre projet de territoire intègre les enjeux de gouvernance. Sachez que la plupart de nos délibérations sont votées à l'unanimité, ce qui, je trouve, prouve la saine gouvernance politique de notre territoire, puisqu'il est composé avec un équilibre bien maîtrisé de petites communes et des plus grosses, des communes de plaine et des montagnes, pour que chacun des maires et de la gouvernance politique puissent s'y retrouver et prendre des décisions éclairées. Et j'en ai terminé par ce résumé. Ce qu'on dit dans notre projet de territoire, c'est qu'on est attractif, mais un patrimoine naturel et un dynamisme économique important, ce qui nous permet d'avoir une capacité d'initiative et de développement d'action qui n'est pas vraiment la norme dans les autres collectivités de France. Donc on a cette chance-là qu'il faut continuer à préserver. C'est un des enjeux de l'extension de la zone des Fontaines. On garde un pouvoir d'influence fort, je l'ai dit dans l'intervenance avec les grands territoires qui sont voisins aux nôtres. On a souhaité faire des transitions. La matrice de notre politique publique et notre projet de territoire qui vient d'être voté le prouve. On maintient un très haut niveau de service public aussi grâce à notre dynamisme économique, et on a à cœur de le partager avec les communes qui composent le bloc communal. Merci. Merci Monsieur Benel. Merci à l'ensemble des participants, des intervenants d'avoir tenu le timing le plus concis possible malgré la densité d'informations qui étaient à délivrer ce soir. Merci aussi aux participants qui sont en ligne et qui sont restés avec nous. On a eu une petite défection, on a d'autres personnes qui nous ont rejoints, donc bienvenue à cette webconférence. Il est 19h10, notre réunion dure jusqu'à 20h si nécessaire. On a donc, je me tourne vers les garants pour les rassurer, 50 minutes devant nous pour avoir un temps d'échange conséquent. Donc, de la même manière que lors du premier temps d'échange, les consignes vous sont rappelées à l'écran. Vous pouvez lever la main en cliquant donc en bas de votre écran sur réaction, et vous avez une petite icône pour lever la main. Dès que votre main est levée, je vous donne la parole en activant l'autorisation d'activer votre micro. C'est à vous d'ouvrir le micro ensuite. Vous veillez que votre micro soit bien activé. Vous pouvez vous exprimer. J'indique également pour les éventuels grands timides que le chat est également ouvert, et donc vous avez la possibilité de poser une question à l'écrit si vous préférez le faire plutôt qu'à l'oral. Si vous posez une question à l'oral, vous n'avez pas d'obligation d'allumer votre caméra. Vous aurez en revanche tout à fait la possibilité de dire quelle est votre commune, de vous présenter. Donc voilà, nous arrivons à ce temps d'échange. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent, donc n'hésitez pas, la parole est à vous. Donc vous pouvez cliquer sur réaction en levant la main et vous exprimer dès que votre micro sera réactivé. Donc nous patientons pour l'instant, il n'y a pas encore de main levée, mais il en faut une, il faut toujours une première réaction. Il y a une densité importante d'informations délivrées ce soir aux différentes échelles qui vous permettent d'apprécier la cohérence entre ces objectifs de sobriété foncière et de développement économique. Et puis, vous a été rappelé également les actions qui seront nécessaires, qui seraient nécessaires pour rendre ce projet compatible avec les documents d'urbanisme, et donc engager la mise en compatibilité des différents documents pour rendre possible la réalisation de cette extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à Bernin. Si c'est sur ce sujet que vous avez des questions à poser, vous avez l'ensemble des interlocuteurs qui sont présents ce soir pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à poser une question écrite dans le chat. Pour l'instant, je ne vois pas de main levée et je ne vois pas de questions dans le chat. Et les 14 participants hors de la quinzaine d'intervenants qui sont à mes côtés ce soir.
jamais vous avez des interrogations techniques sur la manière dont poser une question sur Zoom. Le chat est ouvert aussi pour vos questions techniques. Donc, si vous ne savez pas comment lever la main, si vous ne savez pas comment poser une question sur Zoom, n'hésitez pas à poser la question dans le chat et il y a une personne qui vous répondra directement pour vous expliquer la marche à suivre. Si mes explications sont insuffisantes ou si vous avez une version de Zoom qui n'est pas tout à fait la même. En tout cas, ce qu'il faut que vous cherchiez, c'est une petite icône avec la demande de lever la main. Quinzaine de participants en ligne. Parmi ces 15 participants, certains veulent poser des questions en lien évidemment avec les présentations qui viennent d'être faites aux différentes échelles ou sur le projet lui-même ou sur la concertation. Hein. C'est une réunion qui entre dans le cadre de la concertation préalable, donc vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, on a une question sur le chat nous demandant de réafficher l'agenda du jour. Donc, la présentation, les présentations qui ont été faites ce soir étaient à plusieurs voix. On a eu un premier rappel des modalités de la concertation, des objectifs de la concertation, du rôle des garants, un rappel également du projet lui-même d'extension de la zone d'activité du parc des Fontaines. Et puis ensuite, on a eu une deuxième séquence assez dense, il est vrai, avec différents intervenants. Une présentation de la stratégie générale du Grésivaudan quant au partage du foncier et l'objectif de conciliation de sobriété foncière et de développement économique, qui a été suivi par plusieurs interventions aux différentes échelles, permettant de montrer comment les différents documents de planification entraient dans cet objectif de conciliation, avec une intervention de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale, le PESCOT, de la grande région grenobloise. Une intervention également de la commune de Bernin, qui a rappelé les orientations de son PLU et les évolutions de consommation foncière de ces dernières années. Un rappel des différentes procédures qui seraient nécessaires pour mettre ces différents documents en compatibilité avec le projet. Et enfin, une présentation du très récent projet de territoire qui a été adopté par la communauté de communes du Grésivaudan. Voilà les différents éléments qui ont été présentés ce soir depuis l'ouverture de notre webinaire à 18h. Je rappelle que ce webinaire est enregistré, donc pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez évidemment retrouver l'ensemble de ces présentations, mais également l'ensemble de la vidéo avec les personnes qui ont présenté à l'oral ces différents éléments. Vous retrouverez également sur le site internet du projet le compte-rendu et le PowerPoint de cette présentation. Nous avons sur le chat une personne qui nous remercie et nous quitte, mais je ne vois pas de questions pour l'instant en dehors de la demande de rappel de l'agenda de ce soir. J'attends encore une petite minute et puis je me tournerai vers les participants pour un petit mot de synthèse avant que on évoque le calendrier des prochains rendez-vous. Donc, encore une fois, à l'écran, vous avez la procédure si vous souhaitez poser une question, lever la main, mais vous avez également, comme la personne qui vient de s'exprimer, la possibilité de le faire par le chat.
Impossible, nul n'est tenu. Madame Morel, Monsieur Cuvillier, je vous passe la parole pour un petit mot de conclusion de cette soirée, qui n'est évidemment pas un mot de conclusion de notre concertation, qui se poursuit, qui va se poursuivre et pour laquelle nous allons rappeler les prochaines modalités dans quelques instants. Alors, à l'issue de cette réunion, je pense qu'un contenu très, très dense a été donné à l'ensemble des participants. Donc, je pense que c'est une bonne chose que la réunion soit effectivement enregistrée, que l'ensemble des contenus soient ensuite disponibles pour pouvoir être consultés de façon, on va dire, plus approfondie par ceux qui voudraient aller plus loin. Et puis, je pense qu'il existe également d'autres documents qui sont mis à dispo, comme le schéma directeur des zones d'activité économique, hein, qui n'ont pas forcément été abordés ce soir, qui permettent de rentrer dans quelque chose d'assez clair en ce qui concerne la vision sur les zones économiques. Peut-être que ça générera également des questions à ce moment-là. Et nous vous encourageons à participer aux rencontres suivantes. Peut-être, Denis, tu veux donner un aperçu du calendrier ou rajouter un commentaire? Non, un peu surpris du faible nombre de participants, dans la mesure où justement ces participations en ligne ont pour but de permettre à des gens qui ne peuvent pas se déplacer physiquement dans des réunions publiques dans une salle de pouvoir participer à la concertation. Donc, il y a 2 rencontres de proximité cette semaine, les marchés de Brignoud et les marchés de Crolles. La dernière fois qu'il y a eu une participation d'un projet sur le marché de Crolles, il y avait eu une forte participation. La différence de ce soir. Donc, on verra ce qui se passera dans les fêtes. Le lundi 21 octobre, donc on sera dans 15 jours maintenant, une visite de terrain suivie d'une réunion publique. Donc, la visite de terrain, elle se fait sur inscription préalable. Mais tout le monde a la possibilité de venir à cette visite. Puis enfin, la réunion de synthèse, le mercredi 30 octobre, à la salle des fêtes de Bernin. Terminé pour nous. Merci beaucoup. Je me Peut-être tourne. je peux Oui, je juste vous en prie. rajouter, on ne sait pas qui est en vision, n'a pas la visibilité sur les noms ou qui est là, mais rappeler l'importance des cahiers d'acteurs, justement pour les associations, les collectifs, les syndicats, les collectivités également, qui souhaitent s'exprimer sur le sujet de l'extension de cette zone d'activité. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour participer sous cette forme-là. Merci. Merci de ce rappel et je passe la parole à Monsieur Clapaz pour un petit mot de conclusion de cette soirée. Merci, ça sera très rapide. Bon, d'abord, merci pour l'organisation. Merci à ceux qui ont fait l'effort de se connecter. Effectivement, c'est peut-être plus commode et plus impersonnel quand on est en visio pour poser des questions. Apparemment, les exposés qui ont été faits ce soir ont été clairs et ont permis d'avoir une vision assez complète de la stratégie foncière développée par le territoire du Grésivaudan. Donc, maintenant, comme l'a dit Denis Cuvillier, moi, je souhaite qu'on ait beaucoup de monde à la visite de terrain et à la réunion publique du 21 octobre, où on aura l'occasion de présenter donc l'intégration du projet dans son environnement, une vision un peu plus globale que celle typiquement liée à la problématique foncière ou aux sujets qui ont été évoqués pendant la première réunion de lancement mardi dernier. Donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui le peuvent lundi 21 octobre, dans 15 jours. Et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée en vous réitérant mes remerciements pour votre participation. Merci, Monsieur le Vice-président. Bonne soirée à tous. Et donc, pour les courageux, demain, au marché de Brignoud, de 9 h à midi, présentation. Vous pourrez rencontrer les personnes porteuses du projet. N'oubliez pas que la météo ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc, prévoyez le parapluie. Mais en tout cas, en dehors des 2 rencontres de proximité, prochaine réunion publique le 21 octobre à 18 h à la salle des fêtes de Bernin. Très bonne soirée à tous.